Smart Bourse vous est présenté par Tikeo Capital. C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, et la dernière danse de 2022 pour les investisseurs, avec encore quelques séances de trading devant nous cette semaine et la prochaine, qui seront sans doute des séances avec des volumes très en deçà de ce qu'on peut observer habituellement sur les marchés. Fin d'année oblige, évidemment. Et des marchés qui entament cette semaine avec un petit rebond en Europe, notamment après une semaine de retracement qui a vu le CAC 40 revenir notamment sur des niveaux techniques importants, autour de 6450 points. On tourne autour de ces niveaux avec une petite hausse à l'arrivée ce soir. Pour ce début de semaine, vous aurez les infos clés dans un instant avec une fin de séance européenne plutôt positive à ce stade. Nous évoquerons évidemment les grandes questions 2023 et les grandes idées directrices en matière de stratégie d'investissement avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, comme chaque lundi, le quart d'heure américain consacré à l'actualité américaine, vue par notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas, qui sera en visioconférence avec nous à partir de 17h45. Mais d'abord, comme chaque soir, pour entamer l'émission, les infos clés de marché, tendance, mon ami, pour le résumé du jour et une séance plutôt positive pour les actions européennes, c'est avec Louise Perrin. C'est un bon début de semaine pour les bourses européennes qui sont orientées à la hausse dans des volumes d'échanges qui restent cependant modestes à l'approche de Noël. À Paris, le CAC reprend des couleurs et revient au contact des 6500 points après une chute de 3% la semaine dernière, sa plus mauvaise performance hebdomadaire depuis septembre. L'indicateur du jour est allemand, le climat des affaires s'est amélioré plus fortement que prévu en décembre. L'indice IFO passe à 88,6 contre 86,4 points le mois dernier. Côté valeur à Paris, Inat Pharma s'envole avec une hausse qui a dépassé les 20% au cours de cette dernière séance. La biotech spécialisée dans les thérapies innovantes contre le cancer voit sa collaboration étendue avec Sanofi. Une somme à percevoir de 25 millions d'euros dans l'immédiat, puis des paiements d'étape pouvant aller jusqu'à 1,35 milliard. Le titre Sanofi en profite également avec une hausse de 1%. On notera aussi la belle hausse de Danone qui gagne près de 2% après un relèvement de recommandations. Et puis dans le sport, la finale de la Coupe du Monde de football hier a permis à TF1 de réaliser la meilleure audience historique de la télévision, avec un pic atteignant 29,4 millions de téléspectateurs. À la Bourse de Paris, l'action TF1 progresse de 1,7%. Et puis dernière réunion politique monétaire de l'année avec la Banque du Japon et des investisseurs qui attendent un nouveau statu quo de la part de l'institution. On attend aussi demain la publication trimestrielle des titres FedEx et Nike après la clôture des marchés américains. Tendance, mon ami, chaque soir, les infos clés de marché en fin de journée sur les marchés européens. Et c'est Louise Perrin qui nous accompagnait ce soir. Le sprint final de cette année 2022 sur les marchés, nous allons en parler avec nos invités de Planète Marché. Léa Dauphas est avec nous ce soir, chef économiste de TAC Economics. Bonsoir Léa. Bonsoir Grégoire. Merci d'être avec nous. Merci à Eric Bertrand de nous accompagner. Bonsoir Eric. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver, directeur général délégué en charge des gestions chez Ophi Asset Management. Et Gilles Bazicien nous accompagne également. Bonsoir Gilles. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes président d'Equity GPS. Fin d'année et surtout perspective 2023. Toutes les questions de 2022 n'ont pas encore de réponse. Forcément, Léa, une des grandes questions qui reste ouverte pour 2023 concerne à nouveau les banques centrales, j'ai envie de dire, et en premier lieu peut-être la Réserve fédérale américaine, si on prend le sujet américain pour démarrer. Pourquoi est-ce que le marché persiste à ignorer la Fed et la trajectoire de politique monétaire qui est proposée par la Fed? Je rappelle que la dernière réunion se tenait la semaine dernière avec un discours encore assez clair, explicite de Jérôme Powell, et pour autant une dissonance avec la perception que les investisseurs ont de la politique monétaire américaine pour l'an prochain, à savoir que le marché estime qu'à partir de la mi-année,
il y aura un renversement de dynamique et de potentielles baisses de taux. Le marché intègre l'idée qu'il y aura peut-être une 50aine de points de base de baisse de taux d'ici la fin de l'année 2023. Comment on explique cette divergence ? Alors, on l'explique par le sujet qui a été clé cette année, qu'il restera l'année prochaine, par l'inflation. Tant qu'on n'a pas résolu ce problème, on n'aura pas résolu le reste. En soi, le pricing de marché est en fait assez en accord avec la macro. Donc nous, on utilise des modèles fondamentaux. Quand on utilise des modèles fondamentaux tenant compte à la fois des anticipations de marché du travail, inflation macro, en fait, le pricing du marché est plutôt le bon. C'est-à-dire qu'on est au final assez proche du taux neutre, qui aurait à peu près 50-75 BP supplémentaires à aller chercher, mais c'est probablement tout. Donc là, c'est plutôt la capacité qu'ont les banques centrales, Fed et BCE, on y reviendra, à ancrer les anticipations, à montrer qu'elles sont crédibles, à montrer qu'elles sont à la manœuvre. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aux États-Unis, on a certes une baisse, en tout cas une décélération de l'inflation, d'autant plus très visible sur le headline. Pour autant, il n'y a aucune possibilité que l'inflation revienne dans l'objectif de la Fed l'année prochaine. On est plutôt sur des scénarios où le headline stabiliserait autour de 4. Fin 2023. Ouais. On a bien une baisse du prix des biens, la fin des problématiques de chaîne de valeur. Par contre, on a une inertie forte à la fois sur les prix des loyers et sur les prix des services par la hausse des salaires, qui fait que même si on baisse le prix des biens, même si on baisse le prix de l'énergie, le poids de ces composantes dans l'inflation fait qu'on ne reviendra pas à court terme à une cible de la Fed. Donc il y a un moment l'année prochaine où la Fed devra se maintenir une crédibilité forte alors que le chiffrage d'inflation ne bougera plus. Donc aujourd'hui, l'inflation baisse, on anticipe le pivot ou autre. La Fed doit maintenir probablement au-delà de ce qu'elle devrait faire fondamentalement, parce qu'on va avoir un sujet l'année prochaine et parce qu'elle se doit d'être crédible dans ce contexte-là. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point aussi, il y a une vraie incertitude, il y a une sorte de wait and see en ce moment sur le scénario US. Le scénario euro, on peut en discuter, mais sur le scénario US, tout le monde a ce scénario de mild recession ou autre. Il y a vu la bascule, est-ce que le marché immobilier va amener un scénario de croissance beaucoup plus bas ? Et en fait, c'est ce qui fait un peu les fourchettes aujourd'hui sur les scénarios US pour l'année prochaine. Mais il y a aussi cette question-là, c'est qu'il y a encore un temps aujourd'hui où c'est... Est-ce qu'on va un peu plus loin que le mild recession ou au final, est-ce que c'est le mild recession et on en sort ? Tant qu'on n'a pas résolu à la fois ce schéma-là et en gros le profil d'inflation 2023-2024, on va encore être dans cette bascule Fed versus marché. Et la Fed se doit d'être hawkish et beaucoup plus fortement aujourd'hui, sinon on aura un problème en 2023. Et vous dites sur la base du critère d'inflation, qui reste aujourd'hui le critère numéro 1 pour la Fed, la Réserve fédérale américaine ne sera pas en position de baisser ses taux en 2023 ? Si on emploie une inflation qui serait autour de 4, et c'est pas en plus un scénario complètement hors consensus de dire 4. On dit les prix des loyers vont un peu baisser, mais les prix des services avec des salaires qui vont baisser, qui vont être autour de 5, c'est pas déconnant d'avoir une inflation à 4. Elle va être à 4 sur 2023, elle sera probablement à 3,5, 3 en 2024. Ouais. On ne retrouvera pas une inflation Fed à 2%. C'est l'autre, enfin, je veux dire, c'est un peu l'autre monde. On pourra retrouver ces niveaux-là, mais ça sera dans le bas de cycle. Dans le haut de cycle, on sera plutôt sur une moyenne d'inflation autour de 3. Donc il y a un moment où la Fed devra changer sa cible, les banques centrales devront changer leur cible. Et si elles veulent le faire, il faut qu'elles soient ultra agressives maintenant pour être capable ensuite d'englanger cette deuxième phase et ce deuxième cycle. Le marché ne l'a pas encore en tête. On voit bien que sur les chiffrages d'inflation, tout le monde revient en 2024-2025 à des cibles de 2. C'est pas ce qui va se passer, ou en tout cas il faudrait qu'il y ait un choc de croissance qui soit beaucoup plus, un choc de récession beaucoup plus fort que celui qu'on anticipe pour l'année prochaine. Et donc 2023 va être une année complexe pour les banques centrales. Ce ne sera plus la question de l'inflation, c'est la question de la cible et de la crédibilité, et ça sera une autre paire de manches. Eric, sur cette perspective 2023 pour les banques centrales et pour la Réserve fédérale américaine en premier lieu, il insiste beaucoup sur les conditions financières, toujours Jérôme Powell. Il faut que les conditions financières reflètent le niveau de restriction monétaire qu'on veut atteindre pour freiner l'économie américaine et freiner la demande. Oui, je crois que ce qu'embête beaucoup Jérôme Powell, c'est que sa partie longue de la courbe
commence à lui dire tu vas engendrer une récession trop forte, donc moi je te fais tout de suite rebaisser tes taux, et du coup enlève une partie du resserrement monétaire de ce qu'il fait sur le cours. Ouais. Ça, je reste convaincu de ce point-là. Ça veut donc dire que je vais dire que je vais être très dur, que je vais être très fort. Comme il l'a déjà dit, même si c'est douloureux, je remonterai mes taux. Il y a deux choses. Il veut que la partie taux réel, qui est le taux nominal moins l'inflation anticipée, soit assez élevée pour bien maintenir des conditions financières restrictives, en particulier sur l'immobilier. Pour l'instant, sa crédibilité n'est pas entachée. C'est-à-dire que les inflations induites à 10 ans dans la courbe, ou même à 5 ans, si on les mesure dans 5 ans, sont encore du côté de 2,5, ce qui est 25 centimes de plus que le monde d'avant. Effectivement, je pense que la courbe se gourre un peu. En tout cas, il veut vraiment ancrer, et ça, les deux banquiers centraux sont très attentifs au fait que les anticipations d'inflation sont très auto-réalisantes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça lâche, ça a été le cas à 2 reprises, à chaque fois ils ont donné de la voix, et c'est notamment l'accélération de la BCE vient de ce dérapage sur ces anticipations d'inflation. Donc, ils vont donner de la voix pour que la partie longue de la courbe et les taux réels restent forts, et par là même, ils ancrent leur combat contre l'inflation dans la courbe. Alors ça va avoir un temps, donc c'est sans doute les mois qui sont devant nous. Après, ils seront pragmatiques. Notre vue, c'est que pour l'instant, ils remontent les taux côté de 4,75, 5, et puis on va faire un gros wait and see. Donc on devrait y être en mars-avril. Si en septembre, ça décélère beaucoup trop brutalement, et notamment à cause d'un effet accumulation sur l'immobilier, où ça a été tellement vite d'ordinaire, c'est 12 à 18 mois la transmission de la politique monétaire, là, on a tout fait en 6-9 mois. On pourra avoir un atterrissage nettement plus brutal, ils en ont sous le pied. Concrètement, vu la résilience quand même économique, ils n'en savent pas trop, quelque chose à mon avis. Donc ils vont monter et rester là, et ensuite ils auront 6 mois pour adoucir le discours. Mais le fait que la courbe anticipe d'ores et déjà qu'ils vont baisser au moins de 50 centimes à partir de septembre pour terminer à 4,25 je crois, ou 4 plus quelque chose, fin 23, ça enlève une partie du travail. Donc je pense qu'ils vont rester sur ce registre sémantique en attendant qu'on y voit un petit peu plus clair. Ça peut suffire ? Enfin, l'outil verbal, vocal, la rhétorique, est-ce que ça peut suffire justement pour maintenir le niveau de restriction monétaire et financière qu'il souhaite voir, ou est-ce que ça implique un risque de taux directeur plus élevé encore que ce qui a été projeté dans le dernier scénario de la Fed pour les prochains mois et les prochaines années ? Ils ont donné de la voix. On a notre ami Boulard qui est allé mettre un taux à 7 si jamais ça ne suffisait pas. Enfin, ou alors il nous fera une Lagarde. Il appuiera un peu fort. Je pense qu'ils vont rester sur cette rhétorique qui est très importante pour garder. Il faut vraiment que l'inflation baisse. Après, ils pourront relâcher un peu le mistigris et sans doute peut-être enclencher des réflexions autour de ce que l'économiste Blanchard du FMI avait annoncé déjà en 2010, d'avoir des inflations plus élevées, que c'était plutôt plus sympathique pour se désendetter et faire du transfert générationnel, sans avoir à augmenter les impôts. Mais c'est trop tôt. Pour moi, ils vont rester sur cette rhétorique, faire rentrer l'inflation dans sa boîte si tant est que ce soit possible, quitte à overshooter, effectivement, et aller trop loin. C'est difficile quand même, parce que tout le monde discute d'une évolution de la cible d'inflation. Tout le monde a ça en tête. Certains sont convaincus que la Fed bougera à un moment son objectif d'inflation. La question lui a été posée directement, d'ailleurs, lors du dernier meeting. Clair, hein. Et non, mais la réponse est catégorique. Mais encore une fois, la réponse de Jérôme Powell, elle vaut ce qu'elle vaut au moment où il la prononce. Mais encore une fois, tout le monde a en tête. C'est compliqué quand même, parce que s'il avait ouvert ne serait-ce qu'un peu la porte, vous pouvez imaginer les inflations implicites à 10 et 30 ans, prendre tout de suite 50 ou 100 points, et donc les taux longs, et tout était à refaire. Nous ne considérerons jamais une évolution de l'objectif d'inflation sous aucune circonstance. La phrase a été, je pense, bien répétée de ce point de vue-là, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté à ce stade. Les marchés, la Fed, ça va être encore une histoire de 2023. Gilles, on laisse pas cette histoire de l'inflation et pas totalement derrière nous finalement. Sans aucun doute. Et les répercussions de cette inflation sur les courbes des taux, et en particulier sur les taux longs, qui ont une importance assez grande dans l'établissement de nos ratings par valeur, par secteur, par pays. Et on a bien vu la dégradation des ratings qu'avait amené le début de hausse des taux il y a 1 an et demi, des taux longs. Et dans l'hypothèse où cela ne soit pas fini, ça serait un vent de face pour les marchés actions, sans compter l'éventuel effet multiplicateur
d'un changement de cible à long terme sur l'inflation. Là également, ça mériterait des taux longs, normalement un peu supérieurs, un peu plus élevés. Et ça, dans un contexte où certaines finances publiques sont tendues, certaines finances privées, d'entreprises, sont tendues. On a des secteurs très leveragés, qui ont mal traversé la Covid, et des ménages qui, dans certains cas, sont moins liquides aujourd'hui et ont dépensé une partie, si ce n'est tout, des windfall benefits, excusez mon franglais, de la période Covid. Et puis certains États qui sont quand même suffisamment endettés pour que Madame Lagarde les rappelle publiquement à la mise en place effective de mesures de réforme structurelles. On ne pouvait pas s'empêcher de lire un appel à la France, bien sûr, en palimpseste, et à notre énième réforme des retraites. Donc tout ça, oui, ça va sans doute peser sur les marchés et puis sur les performances relatives des différentes thématiques et des différents secteurs et des différentes entreprises. Pourquoi les marchés ne croient pas la Fed ? Alors, à ce stade, parce que, on a vécu une séquence très forte, et à partir du moment où la Fed a envoyé un signal fort en février-mars 2022, oui, les marchés se sont mis à croire la Fed, effectivement, les hausses de taux de 75 points de base, etc. Mais à ce stade, visiblement, les marchés ont du mal à acheter la suite de l'histoire. Il y a en effet un nouveau petit décalage qui s'est creusé. Alors, il peut y avoir plusieurs hypothèses. C'est difficile de sonder le cœur et l'âme du marché. C'est pas un personnage. C'est une somme de comportements d'investisseurs pondérés de la profondeur de leur poche, la profondeur de leur liquidité à mettre en œuvre à un instant donné, à un jour donné, dans le marché. Comprendre que ces anticipations peuvent évoluer assez rapidement. Absolument. D'accord. Mais il y a quand même quelques petites hypothèses. La première qui a été évoquée, bien sûr, c'est le fait que plus on règle les sujets par la parole, et mieux c'est, quelque part. C'est un petit peu l'arme nucléaire. Le mieux, c'est de ne pas s'en servir, pour faire le moins de mal possible au tissu économique, et à la linéarité des anticipations des acteurs économiques, des décideurs économiques. Alors, il peut y avoir aussi une autre hypothèse qui est celle que le marché, ou que certains investisseurs au sein du marché, et des avis très différents et très tranchés. Je pense que c'est assez légitime qu'on ait des avis assez différents et assez tranchés sur l'évolution de l'activité économique, parce qu'on a quand même beaucoup de courants de travers qui rendent la lecture assez difficile. Et il a toujours été difficile de prévoir l'avenir, surtout quand il n'est pas dans le rétroviseur, et en matière de croissance économique. Mais là, on a quand même des événements géopolitiques, sur les matières premières, politiques au sens de tensions au sein de pays ou de zones économiques, qui font que, avec les effets de Covid, avec des freins absolument incroyables, des ultra-politiques accommodantes. Donc tout ça se résorber, revenir à une forme de normalité, ça amène beaucoup d'échos qui peuvent être lus comme étant en fait des tendances qui ne sont pas des tendances et qui sont juste des échos. Bruit. Ouais. Et donc tout ça, ça rend, je pense, l'opinion assez polarisée. Et donc de ce côté-là, et que certains investisseurs considèrent que la Fed se trompe, et que l'économie mondiale a ralenti beaucoup plus que prévu, et qu'il sera plus difficile aux banquiers centraux qu'ils ne le pensent de résister à une hausse réelle du chômage. Parce qu'en réalité, on veut ralentir l'économie, on veut augmenter le chômage, c'est explicite, c'est dit. C'est sûr que les consommateurs ne sont pas contents d'avoir des salaires qui ne montent pas trop et des prix qui montent. Donc ça, c'est un problème de pouvoir d'achat. Maintenant, ils ont encore des emplois, ils sont encore consommateurs. Que se passerait-il si on avait plus de chômage, trop massivement, trop directement, dans un contexte déjà potentiellement heurté en termes de tensions politiques,
au sein de pays ou au sein de zones supposées homogènes comme la zone euro. C'est vrai qu'il y a un peu l'idée que chez les investisseurs, c'est ou tout noir ou tout blanc l'an prochain. Léa, en tant qu'économiste, c'est vrai, on aime bien les trucs un peu binaires, faciles à choisir à la fin de la journée, dans quel camp êtes-vous, etc. Mais là, c'est très ouvert, je trouve, pour 2023, avec effectivement des investisseurs très positifs. Ça y est, on a vu le pire, et la récession ne sera pas une vraie récession ou simplement technique à minima, comme on a l'habitude. Et puis d'autres qui disent, non mais attendez, la facture, on ne l'a pas encore vue. Et ça va être beaucoup plus douloureux que ce que vous imaginez. Il y a ces deux camps. Il y a ces deux camps. Et avec chacun des bonnes, bonnes raisons. Ah mais bien sûr, des arguments qui s'entendent de part et d'autre. Non, mais bien sûr. Nous, tous les modèles pointent vers le camp négatif, vers le camp de la récession. Il y a beaucoup de facteurs aujourd'hui, quand on regarde tous les indicateurs avancés, les enquêtes, les données de confiance, quand on essaye de modéliser l'impact du choc énergétique sur la zone euro, quand on regarde l'impact du ralentissement du marché immobilier américain, quand on regarde le marché de l'emploi qui se dégrade et qui va se dégrader, tout ça pointe vers un scénario de récession. Pour autant, malgré tous ces indicateurs avancés, malgré tous ces signaux, on a des économies US et surtout zone euro qui sont très résilientes, alors pour des raisons différentes, à la fois les surplus d'épargne post-Covid, le besoin et la résilience de la conso, l'effet prix côté marge des entreprises, un environnement qui est certes contraint du côté de la politique monétaire de la BCE, mais qui somme toute n'est pas encore à son plein, et puis des chocs politiques, géopolitiques qu'au final on a intégrés et qu'on a absorbés. Donc, une fois qu'on a fait ce constat-là, il y a quand même un facteur qui est rassurant dans toute cette incertitude, c'est que l'incertitude va être courte. C'est-à-dire qu'en fait, à horizon T1, notre scénario de récession, il sera plus ou moins mis en place, parce qu'en zone euro, il est conditionné au choc énergétique. Quand on regarde ce qu'il faut savoir sur la zone euro, c'est que l'interruption des approvisionnements en gaz russe nécessitait une réduction de la demande en énergie de l'ordre de 20% entre maintenant et la fin de l'hiver, avec le niveau des stocks tel qu'il était. Une réduction de la demande de 20% paraissait complètement délirant au mois d'octobre. Quand on regarde les données sur septembre, octobre, novembre, c'est les dernières données qu'on a en dispo, pour l'instant, on est en ligne. C'est-à-dire qu'on pourrait arriver au mois de mars sans avoir à faire des restrictions plus fortes sur l'énergie, et donc en ayant un baseline zone euro qui ne soit pas atteint par cette crise-là. Ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que si on ne met pas ce choc énergétique sur le scénario de zone euro, on aura quand même un T4 et un T1 négatif en zone euro, sans même aller dans quelque chose de très négatif. L'INSEE a annoncé une croissance française à moins 0,2 pour le Q4. La Banque de France annonce un scénario à 0,3 pour la France l'année prochaine, avec une fourchette large entre moins 0,3 et plus 0,8. Mais on a quand même un T4 et un T1 en zone euro qui s'orientent vers une phase de récession. La question, c'est pas tant celle de la récession, en fait, c'est comment on en sort. Et comment on en sort, tout le monde, par contre... Alors, autant le maintenant et le T1, c'est vraiment des scénarios très adverses. Par contre, il n'y a absolument pas de binaire sur la fin 2023. Il y a moins d'inflation, donc on consomme, et donc on a une reprise du pouvoir d'achat, et on a des dépenses budgétaires, et les banques centrales arrêtent de resserrer. Attention, encore une fois, il y aura l'inflation. L'inflation restera là. L'inflation énergétique sera peut-être probablement derrière nous. Le reste de l'inflation sera encore là. Les hausses de salaire qui commencent à se matérialiser en zone euro ne seront pas nécessairement suffisantes pour contrer l'inflation. C'est-à-dire qu'on aura une inflation élevée, des niveaux de salaire qui colleront probablement à l'inflation. Et on fait le parti de la... Alors, je pense que pour les États-Unis, c'est plutôt vrai, parce que pour l'instant, le ménage américain, le marché du travail a montré qu'il était résilient. Attention quand même au choc du marché immobilier. Pour l'instant, c'est cerné, mais à voir. Et puis, il faut toujours faire attention à ce qu'on appelle les signaux faibles, toutes les craintes dans les institutions financières non bancaires. On a parlé de Blackstone il y a quelques semaines. On parle bloquer des rachats sur certains fonds immobiliers. Voilà, donc il faut faire attention aussi à ça, c'est-à-dire que effectivement le scénario global, c'est plutôt un scénario où si on essaye de faire la part, c'est plutôt un scénario de récession limitée sur T4, T1, États-Unis, Europe, plutôt une phase de reprise, mais qui ne s'explique pas nécessairement par cette baisse du pouvoir d'achat. Donc ça veut dire aussi que le côté tout ira mieux une fois le contre-coup de l'hiver passé, ça c'est probablement à questionner pour l'après.
Quand même une des grandes leçons de 2022, notamment pour l'Europe, Eric, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, évidemment, le 24 février, tous les scénarios ont changé, déclenchement de la guerre en Ukraine, on se met à avoir une récession immédiate en zone euro, l'Allemagne en tête, et puis finalement on décale ça au T3, et puis maintenant au T4, l'IFO est sorti ce matin, finalement, peut-être même que le 4e trimestre, alors on verra, les chiffres sont révisés plusieurs fois, plusieurs années après, etc., mais on serait sur du zéro autour, quoi, finalement. Je veux dire, tous les scénarios les plus pessimistes pour la zone euro ont été déjoués au cours de cette année 2022, et y compris pour les entreprises. Il y a plein de choses, en fait. Déjà, un point, c'est que je trouve qu'on sous-estime la capacité des entreprises à s'adapter de façon vraiment chronique. Et là, la séquence Covid, crise en Ukraine, en témoigne. Le Covid, c'est la fin du monde. Après, quand on sort du Covid, ça va être toutes les entreprises fantômes. Après, ça va être l'énergie. On vient de l'entendre, il y a une capacité d'adaptation, une résilience, une capacité à garder ses marges qui est largement supérieure à ce qu'on anticipe toujours. Maintenant, si on reprend la séquence, sur les prévisions négatives et le risque d'avoir un atterrissage beaucoup plus fort de la croissance, on les avait, à pas grand-chose près, enfin de notre côté en tout cas, fin septembre. Fin septembre, et c'est vrai que la réflexion, je me souviens en avoir parlé ici, on se dit, au bout d'un moment, tout a un prix. Oui. Quand tout le monde est noir, quand tout le monde prévoit la fin du monde, et qu'elle n'arrive pas, c'est-à-dire que, pour reprendre votre expression qui est très juste, il n'y a plus de vendeurs marginaux, ils n'ont plus d'actions. Donc, au bout d'un moment, quand ça n'arrive pas... Ceux qui ont vendu l'Europe ont déjà vendu depuis longtemps, quoi. Ils ne sont plus là. Oui. Et la plupart des institutionnels sont vraiment sur des niveaux très bas. On sent bien qu'il y a de la place pour des formes de respiration de marché et qui peuvent être assez violentes. Là, on a fait quand même quasiment 20% en ligne droite avant que Madame Lagarde siffle la fin de la récré, ce qui est peut-être pour le coup un peu excessif. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on va avoir comme ça des moments, on l'avait déjà connu cet été, là, cette période... Globalement, on a quand même des résultats d'entreprises qui ne sont pas du tout aussi catastrophiques qu'attendus. Finalement, les taux respirent parce qu'on pense que si les banques centrales freinent trop fort, ça va ralentir. Donc les parties longues des taux respirent. Donc on pourra avoir une récession avec des taux qui baissent et finalement des actions qui montent uniquement à cause de la partie taux, mais pas de l'anticipation de la baisse des bénéfices. Vous m'avez suivi. Un autre point, c'est l'énergie qui est très important. Il faut aussi dire merci à la baisse du prix du pétrole, du gaz et des commos. Ça, c'est dû à la Chine. Et là, pour le coup, il y a une vraie inconnue. Ouais. C'est que tant que la Chine confinait en mode dogmatique, on a le meilleur vaccin, on est mieux que les Occidentaux. Ok, ça détruit de la croissance en Chine, c'est moins de sollicitations sur ces marchés-là. Maintenant, il n'y a plus de problème de vaccin, on ne compte plus les morts, donc il n'y en a plus. Alors, pardonnez-moi le cynisme, mais c'est vraiment ce qui se passe côté chinois. On peut avoir un redémarrage. Alors, là, ils sont tous malades après, soit ils reconfinent, soit ils vaccinent, soit ils ne s'en occupent pas. Et retrouver, dans les 3-6 mois qui viennent, redétention sur l'énergie, redétention sur le gaz et sur le pétrole. Et là, on peut faire tout ce qu'on veut avec les taux d'intérêt, il y aura de l'inflation et ça ralentira mécaniquement assez brutalement. Et donc je pense, pour revenir sur la question, je suis un peu long, sur 2023, là pour nous, on vient d'avoir un rallye qu'on avait acheté, qu'on vend. Et maintenant... On pense qu'on va être dans cette phase de volatilité où on va tour à tour prévoir le pire, le meilleur. Il y a des camps assez radicalisés, donc le marché va osciller. Le piège qu'on pourrait vivre, c'est d'être trop inquiet, avoir un début d'année où globalement, pardonnez-moi l'expression, mais on a un an pour se refaire. Et donc le marché va acheter et enjamber la séquence. L'inflation, les banques centrales, leur démarrage chinois. On regarde au-delà. La deuxième partie de 23, c'est fini. Et on l'achète dès maintenant. Il faut bien voir que les points bas des marchés actions sont souvent 6 mois avant les récessions. Donc c'est notre risque. Pour nous, on n'est pas vendeur. On est autour de... je comprends. On préfère attendre. Vous dites vous vendez le rallye, mais vous préparez pas à un marché qui reviendrait sur les points bas qu'on a vus fin septembre. C'est pas le fin septembre. On redevient neutre. On ne pondère pas parce qu'on peut avoir un marché qui part tout droit. Début d'année. Les positions sont pas chargées. Le pain trade pour vous, il est à la hausse en fait. Le pain trade, le trade qui ferait courir les gens après le papier, là, c'est plutôt un risque à la hausse alors. En début d'année, oui, parce que globalement, les gens ne sont pas très exposés à l'actions. Alors maintenant, il y a le TINA, laissez la place à Tara. On a des taux d'intérêt dans les portefeuilles, c'est plus sympa. Au moins, on est payé pour le risque. Mais ça pourrait l'enjamber. Moi, je pense personnellement qu'on va avoir un épisode de volatilité. On va avoir les chiffres de récession, de ralentissement, l'immobilier. Il y aura des baisses qui seront, à mon avis, l'occasion de se surpondérer pour justement jouer cette deuxième partie de 23.
Intéressant, hein. Que disent les ratings d'Equity GPS à ce stade, justement, Gilles? Et est-ce qu'il y a un risque à la hausse sur les actifs risqués, hein? L'idée que ce qu'on a engendré depuis l'automne, depuis fin septembre, est quelque chose qui pourrait trouver un relais supplémentaire en début 2023? Alors, en globalité, non. On est à 5,6 à vendredi soir sur les marchés mondiaux. Donc, quelque chose de normal. Historiquement à peu près normé. Alors par contre, selon les zones géographiques et encore plus les secteurs, et évidemment encore plus les valeurs, c'est très très différent et c'est même très polarisé. Donc on a des ratings très élevés sur les émergents, l'Inde, la Chine, et voire l'Amérique latine, dans l'hypothèse où les investisseurs auraient ces zones géographiques dans leur benchmark. Bien sûr. Nous, on conseillerait vraiment de prendre du temps pour vérifier s'il faut rester ou être encore sous-pondéré sur ces zones-là. Ah oui. Après leur baisse en absolu dans le cas de la Chine, l'évolution quand même en termes de politique Covid. Et puis quant à l'Inde, c'est une autre histoire. Ça paraît un peu plus moyen terme et structurel et assez intéressant. Ça a été plutôt un bon marché d'ailleurs, le marché indien dans les émergents et au global. Magnifique. Alors, et absolument. Et tout, en relais. Oui, non, mais bien sûr. Si. Marché positif. Et donc, par contre, les marchés développés, c'est moins joli. Ouais. Et moins joli, en particulier aux États-Unis et toujours sur les valeurs à duration longue, et donc en particulier le secteur des technologies de l'information, hein, qui malgré sa baisse, a toujours un rating faible. Sur une question de valorisation, toujours. C'est à peine amélioré depuis 1 an et demi. Valorisation et dynamique des perspectives. Quand on somme les deux, c'est toujours pas appétissant. Les résultats étaient décevants au dernier trimestre. Et à l'inverse, donc des valeurs de qualité, à cash flow, à faible valorisation, à gros rendement du dividende, pour autant qu'il soit bien couvert, bien sûr. Là, on continue d'emporter nos suffrages. Sanofi est à 8 sur 10. C'est historiquement rare d'avoir un rating aussi élevé. En partie, et dans un secteur mondial dont le rating est élevé. Ouais. Et dont la dynamique et dont le sentiment de marché est également très favorable. Donc c'est un secteur dans lequel on a vraiment beaucoup d'idées de valeur à l'achat. Également, les biens de conso de base. Et puis, alors, un secteur un peu moins consensuel, les financières, où objectivement, nos ratings sont élevés, en particulier sur les financières européennes. Et là, c'est une conjonction de grosses défiances toujours à l'égard du secteur, fruit de 20 années de crise, voilà, mais qui ont vraiment marqué les investisseurs et toute une génération d'investisseurs. C'est intéressant. Alors que les fondamentaux s'améliorent, la situation financière n'a rien à voir, le levier n'a rien à voir avec ce qu'il y avait il y a 15 ans, 20 ans dans le secteur. Et puis quand on réfléchit ça veut dire quoi? Même à l'aube d'une petite récession en Europe, alors justement, c'est pas forcément le pire des secteurs à avoir en portefeuille, parce que dans le playbook de l'investisseur, c'est-à-dire je vais investir dans les banques au début d'une récession, je pense qu'effectivement... Excellente transition. Merci beaucoup. On n'avait pas répété. Non. On se connaît. Le sujet sur les bancaires européennes, c'est... alors on a un environnement réglementaire qui appelle à la concentration. Ça fait 20 ans que les coûts ont été coupés, que les mauvais business ont été soit consolidés, soit échangés, soit abandonnés. Et puis, dernier point, si on se mettait 2 secondes à la place des policy makers en Europe, les États sont hyper endettés, les taux d'intérêt montent, sur la dette des États, elle-même assez souvent variable, d'ailleurs. C'est le cas de la France. Parce que quand les taux étaient à zéro, pour placer de la dette française, placer tout à zéro, c'était un peu compliqué. Il fallait placer des tips.
Oui, on a fait pas mal d'indexés inflation, oui, Voilà. bien sûr. Donc, si la fiscalité n'aide plus au moins, voire même se retranche un petit peu, des politiques ultra accommodantes, si les banquiers centraux se retranchent un peu, normalisent un peu leur politique, qui voulez-vous avoir comme parmi les rares moteurs positifs, si ce n'est le crédit bancaire? Ah ouais. Et donc, ça va être très important pour tous les décideurs politiques de s'assurer que le canal de crédit via les banques reste fonctionnel. En particulier en Europe. En particulier en Europe. Et ce sera d'autant plus acceptable que leur situation s'est très sensiblement améliorée depuis une vingtaine d'années. Ouais. Sur l'Europe, d'ailleurs, Léa, pourquoi la BCE est aussi agressive ? Pourquoi la BCE est aussi méchante ? C'est pas qu'elle ait fait 50 points de base, évidemment, hein, dont je parle. C'est que Christine Lagarde nous dit, alors, dans le statement commun, fruit du compromis des banquiers centraux, les taux doivent continuer de monter significativement à un rythme soutenu pour atteindre des niveaux suffisamment restrictifs. C'est plus juste neutre, hein, maintenant, c'est restrictif, niveau qu'il faudra maintenir dans la durée pour casser la demande et garder sous contrôle les anticipations. Ça, c'est dans le communiqué. Traduction un peu plus explicite de Christine Lagarde dans la conférence de presse de jeudi dernier. Monter les taux de manière significative à un rythme soutenu, c'est 50 points de base encore pour le premier meeting de l'année, février, sans doute 50 points de base pour le meeting de mars, et possiblement encore 50 points de base pour le meeting suivant. Ça fait 3 meetings à 50 points de base, alors qu'on est déjà à 2 sur le taux de dépôt. Ça nous amène à 3,50. C'est ça que j'appelle agressif. Parce qu'il y a un moment cette année, Christine Lagarde et le board nous disaient la Fed doit aller en restrictif, mais parce que la Fed doit faire face à une surchauffe de son économie. Nous, on va déjà aller tranquillement au taux neutre. Alors finalement, on y va un peu plus vite que prévu, et puis on verra. Là, le discours est plus du tout le même. Tout a changé en fait pour la BCE. En fait, je ne sais pas par où prendre les sujets. Il y en a beaucoup. Le premier, vous disiez, fruit d'un compromis. Et je pense que c'est vraiment ce qu'il faut mettre en avant. C'est-à-dire qu'on n'était plus sur 75, qui aurait probablement été entendu aujourd'hui. On est sur 50, mais à plusieurs. On attendait juste une annonce du QT, du quantitative tightening. On a eu quelque chose d'un peu plus clair, même s'il sera encore avec plus de détails à attendre au prochain meeting. On a quelque chose de plus clair. Donc on sent qu'on est quand même dans le compromis entre les hawks, les doves, et donc la BCE, enfin Lagarde fait ce pourquoi elle a toujours été là, de trouver un consensus. Donc on est dedans. C'est nettement plus agressif qu'attendu, aussi parce qu'on a une problématique d'inflation qui est plus forte en zone euro. C'est-à-dire que la Fed, on peut dire que le pic, il a été atteint en juillet, on le met de côté. En zone euro, tout est relié à l'énergie. Plus de 50% de l'inflation s'explique par l'énergie. Ce qui n'est pas lié à l'énergie dans le prix des biens et des services est expliqué à hauteur de 50% par l'énergie. Donc, en soi, la BCE ne fera pas grand-chose contre cette problématique d'inflation, mais là encore, elle doit montrer qu'elle est crédible. D'autant plus quand on risque d'avoir un biais haussier sur l'inflation sur les premiers mois 2023. C'est à peu près certain. On va avoir les revalorisations. On risque d'avoir de nouveau des pics sur l'énergie. Donc en fait, elle se doit là aussi, comme la Fed, mais d'autant plus qu'elle n'a pas cette Fed touch, d'être ultra agressive parce que l'inflation va rester un problème en zone euro. Je pense par contre, et c'est là où j'ai un peu plus de mal à expliquer pourquoi elle est ultra agressive, qu'on n'est pas dans le scénario global macro des États-Unis. On a des problématiques fortes de vulnérabilité sur les ménages à bas revenus. Alors effectivement, quand on regarde l'épargne, c'est ce qui a permis de soutenir la croissance en zone euro. Les bas revenus, il n'y en a plus. On a une problématique pays qui reste présente. On l'a bien vu avec les écartements de nouveau des spreads périphériques et cette question qui revient sur la table. Donc il y a un vrai sujet pour la BCE qui va naître. Lagarde a montré que non, ce qui est important, c'est la crédibilité. Je monterai les taux quoi qu'il arrive, quel que soit le risque. Le risque étant qu'on retrouve nos problématiques de début d'année, nos problématiques de fragmentation, nos problématiques de fragilité de la zone euro, à un moment même où, même si pour l'instant les données sont plutôt rassurantes sur la croissance en zone euro, la certitude et le gros du risque se fait au T1. Mais elle ne pouvait pas faire autrement.
Elle n'avait pas le choix. Et ça nécessite de s'engager sur 2 voire 3 meetings. Par contre, c'est un vrai sujet. Dire qu'on fait du meeting by meeting approach, no pre-commitment, et préannoncer 2 hausses de 50 BP, est-ce que c'est une erreur ou pas? L'année prochaine va nous le dire. Pour l'instant, en tout cas, le marché achète, remonte bien, remonte fort. Pareil, comme là où la Fed, on était proche d'un point haut, nous, le taux, on va dire neutre BCE, il est autour de 3,25. Donc c'est pas déconnant de voir une BCE qui remonte encore un petit peu. Maintenant, aller au-delà, là aussi, c'est être surrestrictif, et ça va être exactement le même problème que la Fed, être surrestrictif dans des économies fragiles, comme c'est le cas pour certaines de la zone euro, ça va être un problème. Qui aura la partie la plus difficile d'ailleurs entre la Fed et la BCE l'an prochain, du coup, Eric? C'est la BCE, parce que elle a entendu Powell, elle s'est dit je vais le faire au plus fort. Elle est normande, je crois. Non, c'est le sketch que j'ai connu. Elle a tapé fort, et il faut bien voir que je reviens sur mon histoire d'auto-réalisation. C'est en ce moment que se négocie pas mal d'augmentation. Oui. Elle doit annoncer qu'elle va revenir. Parce que dans ses prévisions, on est à 2,3% d'inflation en 2025, je crois. Oui. Après 6,3, 3,4, comme ça, je ne sais plus exactement ça. Exactement en tête. ça. Il faut qu'elle reste crédible pour empêcher, à mon avis, ça parte sur les salaires. Maintenant, vous avez vu la série des salaires négociés zone euro Q3 là? On est à 2, quelque chose, venant de 3% le trimestre précédent. Alors, juste. Mais il faut regarder sur des autres. D'accord, il y a des données plus immédiates. Certes. En tout cas, la compensation des salariés en Europe, elle est réellement négative aujourd'hui. L'inflation, elle est réellement négative. Mais je pense qu'elle voyait ces taux longs repartir trop significativement à la baisse, redéfaire le travail. Elle avait une marge, compte tenu du côté positif sur les taux longs, on a 80 centimes de baisse de taux en l'espace de 2 mois. Elle avait de la marge pour l'annoncer sans que ça se fasse, sans se faire trop mal sur la fragmentation en zone euro. Parce que là, pour le coup, le quantitative tightening, moi je trouve que c'est l'éléphant qui est dans la pièce et qu'on a complètement oublié. C'est qu'on va arrêter de racheter de la dette. Enfin, ceci dit, on a quand même sans être paniqué, mais on a quand même la France qui est à 120%, quelque chose comme ça, l'Italie à 155. Il y a un moment, mais t'as vu que ça reviendra sur le terrain, en particulier s'il y a ralentissement, et surtout on continue de financer plein de choses avec du déficit public. Donc elle a peut-être une fenêtre pour communiquer là, qu'elle aura peut-être moins après. Ceci dit, elle s'est quand même pas mal lié les mains. Et la réaction sur le BTP va vraiment... Enfin, la dette italienne, pardon, va vraiment pas falloir qu'il y ait le moindre anicroche dans le petit grain de sable là, déroulé des échanges entre l'Italie et Bruxelles, parce que là, pour le coup, la reine est nue sur ce sujet de la fragmentation. J'entends. Bon. Voilà pour le tour d'horizon des banques centrales. Il nous reste quelques minutes. Un mot de l'investissement, peut-être, Eric, gardez la parole. Je regardais effectivement le billet de trésorerie américain à 1 an, novembre 2023, c'est 4,65% de rendement aujourd'hui, si j'achète ce billet de trésorerie américain à 1 an. Est-ce que je vais trouver mieux? Alors, pour faire du sécurisé, là, si on l'achète, il est en dollars. Il est en dollars sur ce niveau-là. Et si la BCE tire un peu plus sur le frein, par rapport à une Fed qui serait plus près de son pic, enfin en termes de nombre et d'ampleur de hausse, pour avoir un petit peu de réappréciation encore de l'euro, même si ce n'est pas forcément un très grand call, et donc ça coûterait un petit peu cher d'être en dollars. On peut acheter en zone euro, l'actif obligataire qui fait très très mal en performance cette année a au moins le bon goût de resservir des rendements. Le premier, c'est si vous achetez une obligation indexée sur l'inflation, aujourd'hui à court terme, sur du 1 an, vous avez à peu près 0 de taux réel, plus ou moins. Et vous aurez, alors faut voir l'année prochaine, mais entre 4,5, 5, 6, ça dépend ce qu'on mesure, d'inflation européenne. Donc, on n'est pas loin de ce rendement. On n'est pas très loin de ce rendement-là. Plus globalement, on a quand on prend au-delà des États souverains, en particulier sur l'indexé, parce que ça va de se protéger notamment d'un dérapage des prix de l'énergie, dont on pourrait toucher la performance en ayant ces obligations indexées. Toute la classe d'actifs crédits qui, alors certes, bien performé depuis un mois, mais qui reste quand même encore assez attractive. Moi j'aime bien cette notion, il faut prendre des risques mais surtout être payé pour, et dans le cas du high yield notamment, il y a eu un très beau rallye, il ne faut peut-être pas y aller tout de suite, attendre que ça respire un peu, mais même globalement on est sur du 7,5 de rendement, alors certes récession, certes restriction de conditions financières, tout le monde ne fait pas défaut non plus, comme régulièrement les prix peuvent l'anticiper. On évoquait la résilience des entreprises aussi avec vous. Et non, donc moi je trouve qu'on est quand même,
on a une classe d'actifs obligataires qui nous propose pas mal de choses. Alors, c'est pas du triple A comme le T-Notes américain, mais on peut avoir comme des rendements tout à fait satisfaisants de ce point de vue-là. Et c'est un bon point de départ, c'est un beau socle pour une stratégie d'investissement diversifiée 2023. On retrouve sur la dette d'État une capacité de protéger ces actifs risqués qu'on avait perdus. Quand vous êtes sur des taux à moins 0,50 ou moins 0,80, vous ne protégez pas votre portefeuille action, que vous êtes obligé d'acheter parce qu'il n'y a pas de rendement ailleurs. Là, on retrouve quand même des portefeuilles nettement plus équilibrés, donc on peut mettre de la dette d'État, de l'indexer sur inflation, remettre du crédit, et il n'y a pas que uniquement le bloc action qui permettait de faire la performance, comme c'était le cas en début 2022. Il y a plusieurs alternatives aujourd'hui raisonnables, c'est ça, Tara. Le R de Tara, c'est Reasonable Alternatives. Un mot là-dessus aussi pour finir avec vous sur l'investissement. Je sais qu'il y a toujours ce bloc de pays triple A+, qui est cher à votre cœur. Qui est une nomenclature propre à Equity GPS. Oui, bien sûr, c'est pas les notations S&P ou autres, mais c'est votre notation à vous, triple A+. Au sein des pays développés, on a identifié une quinzaine de critères qu'on a synthétisés et qui visent à déterminer les pays de meilleure qualité durablement. Et qui sont qui fournissent des terreaux, des substrats très, très favorables à l'expansion de très belles entreprises qui souvent deviennent mondiales d'ailleurs. Et donc ces critères sont, par exemple, la couverture des retraites. Tous les pays développés ne sont pas égaux en la matière, loin de là. Le taux de chômage structurel. On se gargarise en France d'un 7,5%, mais... oui, c'est pas structurel, non ? Mais il y a beaucoup... dans nos pays dits AAA+, qui représentent 20% de la capille boursière mondiale... 3-4%, quoi. Voilà. Oui. Voilà. Et même moins, en moyenne. Les déficits budgétaires, là où certains n'ont jamais été en excédent depuis 40 ans, il y en a qui n'ont pas creusé leur dette depuis 40 ans et qui pourtant ont vu leur PNB par habitant progresser plus vite. Donc il y a des pays qui sont plus vertueux que d'autres, de façon régulière, structurelle, et ça devient un avantage compétitif absolument extraordinaire. Et on le voit encore, on l'a encore vu dans la séquence 2021 et 2022, en termes de perf boursière, dans les périodes troublées, les valeurs de ces pays-là performent mieux que le reste du monde. La qualité. Triple A+. Merci beaucoup d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Gilles Bazissire, Equity GPS, Léa Daupha, Stack Economics et Éric Bertrand, OFI-AM, étaient nos invités en plateau. Chaque lundi, le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le soir, c'est le quart d'heure américain qui nous permet de retrouver en visioconférence notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas. Bonsoir Pierre-Yves, merci beaucoup d'être avec nous. Je le rappelle, les règles de ce quart d'heure américain, vous nous livrez votre vision de l'actualité américaine, l'actualité économique et financière bien sûr, et ça reste un des grands sujets d'actualité, la politique monétaire, la Réserve fédérale américaine qui s'est exprimé pour la dernière fois de l'année 2022 la semaine dernière avec sa dernière décision de politique monétaire, une hausse de taux de 50 points de base et une Fed qui a toujours un problème de crédibilité. Alors, est-ce que c'est la Fed qui a un problème de crédibilité ou est-ce que c'est le marché, les investisseurs qui ont un problème d'oreille, Pierre-Yves ? Je ne sais pas. En tout cas, il y a toujours une divergence et une dissonance entre ce que la Fed nous dit qu'elle va faire en 2023 et ce que les marchés pensent que la Fed va faire l'an prochain. Je crois d'abord que la Réserve fédérale essaye de regagner de la crédibilité qu'elle sait qu'elle a perdue après avoir commis deux énormes erreurs. La première consistait à dire que notre politique de taux zéro ne va pas créer d'inflation. Ensuite, quand l'inflation est arrivée, de dire non, mais vous allez voir, ça ne va pas aller très loin et puis c'est transitoire. Donc maintenant qu'elle a procédé à des relèvements massifs de taux directeurs, et qu'elle commence aussi à faire baisser son bilan, non seulement en ayant cessé de racheter de la dette publique, mais en commençant à cesser en tout cas d'être un racheteur systématique de dette publique qui avait un effet considérable sur les prix des obligations américaines. Donc maintenant, la Fed essaie de nous faire croire que Paul Volcker est vivant, il a pris le visage de Jay Powell, et vous allez voir ce que vous allez voir, on n'a pas peur de la récession, on va continuer de remonter les taux, il faut absolument atteindre notre objectif d'inflation de 2%.
que nous avons fixé en août 2020 et que nous n'avons jamais été capables d'atteindre, et puis maintenant qui s'est envolé, et on ne veut surtout pas le changer. Alors on essaie de pousser Jay Powell dans ses retranchements, de lui dire, vous croyez vraiment que 2% c'est faisable? Surtout ne nous toucherons pas à ces 2%. C'est un objectif que nous voulons conserver. Le marché a des doutes parce qu'on sent venir une récession en 2023, on sent venir un relèvement du chômage. Le chômage est très bas pour le moment aux États-Unis, et Jay Powell a besoin de préserver l'unanimité du comité monétaire le plus longtemps possible. Alors il pourra probablement y arriver jusqu'au printemps, mais ensuite les choses vont se compliquer. N'oublions pas qu'il a à côté de lui Lael Brainerd, qui aurait bien voulu être à sa place et que Joe Biden a poussé pour diriger la Fed jusqu'au dernier moment. Il n'y est pas parvenu faute de soutien au Sénat. Lael Brainerd est une démocrate qui, pour le moment, soutient à 100% Jay Powell. Mais quand les choses vont commencer à tourner, quand les primaires démocrates vont commencer à s'agiter, puisqu'on nous dit que Joe Biden est candidat, peut-être n'y aura-t-il pas de primaire, mais il y a une forte contestation du côté des démocrates sur la candidature de Joe Biden. Tout ça nous promet une année 2023 un petit peu agitée. Le marché obligataire a vraiment des doutes et se demande si cet objectif de 2% est encore crédible dans le cadre d'une économie mondiale qui, du point de vue américain, doit se débarrasser de cette pompe à croissance qu'était la Chine, de changer complètement les chaînes de production pour être plus indépendant de ce pays qui se révèle être peu fiable et qui, malheureusement, nous avait apporté de la déflation pendant des années. Si la Chine n'est plus là pour nous aider, si la productivité de l'employé américain n'augmente pas davantage, et on ne voit pas très bien pourquoi elle augmenterait davantage, elle a plutôt tendance même à baisser, semble-t-il, ça va être compliqué pour la Fed au cours des prochains mois. Il y a un vrai problème de crédibilité, oui. Et c'est une conversation sur cette question de l'objectif d'inflation, c'est une conversation qui sera inévitable, selon vous, Pierre-Yves, à un certain stade, à un certain point, peut-être l'an prochain, peut-être au-delà. La conversation existe déjà dans les milieux académiques, hein. Il y a beaucoup de littérature déjà écrite encore récemment sur l'idée que la Fed devra bouger son objectif d'inflation. Mais vous l'avez rappelé, la réponse de Jérôme Powell la semaine dernière est catégorique, modulo le fait qu'il laisse entendre que ça peut être un projet de plus long terme. Il répond, nous ne considérons pas, et jamais nous ne considérerons une évolution de l'objectif d'inflation dans aucune circonstance. Ça, c'est la réponse formatée pour tuer toute ambiguïté au moment où il répond. Mais il a quand même cette petite phrase derrière, peut-être que ça peut être un projet de plus long terme. Il laisse quand même ce petit caillou sur le chemin. Hein. C'est vrai. Je crois qu'il s'est brûlé les doigts en août 2020. L'objectif de 2% a été fixé en 2012 et la Fed n'a jamais vraiment réussi à le tenir, et pendant des années même on était en dessous de cet objectif. Et alors tout d'un coup en août 2020 la Fed nous dit bon, finalement cet objectif de 2% il faut le comprendre d'une manière un peu différente. Si on dépasse le 2% pas trop longtemps, on peut interpréter que c'est un rattrapage par rapport à tous ces mois où nous avons été en deçà. Donc oui, c'est 2%, mais c'est peut-être un peu plus. Certains, avec le recul en particulier maintenant, se disent c'est à ce moment-là que la Fed a commencé à laisser glisser l'inflation. Replaçons ça bien sûr dans le contexte du Covid, etc. C'est facile avec le recul de dire ah ben oui. Mais cet élément de perte de crédibilité est intervenu au mois d'août 2020 et la Fed ne veut plus y toucher pour le moment. Quand les choses se seront un petit peu calmées, peut-être qu'on pourra formuler différemment cet objectif d'inflation nulle. Nous n'oublions pas, la loi américaine, elle est dictée par le Congrès et la Réserve fédérale a deux objectifs explicites et qu'elle doit ménager systématiquement au même moment. Le taux d'emploi maximum dans le cadre de la stabilité des prix. À partir de là, 2%, 2,5%. Pour l'instant, on est à un peu plus de 7% encore. On est très très loin, sur 12 mois en tout cas. On est très très loin des 2% souhaités, mais on est loin aussi de plus de 9% que l'on avait observé au mois de juin. Bon, de la Fed et de Wall Street à Main Street, Pierre-Yves, comment vont les Américains en cette fin d'année ? Ben, c'est pas folichon, hein.
Alors, c'est pas folichon à Wall Street, c'est pas folichon si on travaille pour Goldman Sachs. Vous avez vu que Goldman Sachs annonce des suppressions d'emplois. Mais pour l'Américain moyen, c'est pas folichon non plus. Il a commencé à faire ses courses très tôt pour les fêtes de fin d'année au mois de novembre. On a cru que en tirant sur le crédit à la consommation, en tirant sur l'épargne, la consommation américaine allait rester très forte. Et puis, on a un coup de mou en novembre. Et nous en avions parlé ensemble. Vous vous souvenez de ce que disait le patron de Target, qui est quand même le numéro 2 de la distribution générale aux États-Unis, qui faisait état, dès le mois d'octobre et début novembre, d'un net effondrement de la consommation pour certains de ses clients. On l'a retrouvé dans les statistiques macroéconomiques. Si on regarde le taux de confiance des Américains, on en aura une précision cette semaine, mais on est toujours au niveau de la pandémie aujourd'hui. En dépit de la forte baisse du prix de l'essence, ça n'est pas une bonne nouvelle. Et l'hiver sera froid. Alors, bien sûr, pour un Américain qui s'adresse à des Européens, ça paraît un petit peu bizarre, mais enfin, quand même, le prix du gaz a augmenté de plus de 20%. Et beaucoup d'Américains se chauffent au gaz. C'est un petit peu compliqué, un petit peu douloureux. Il y a une nette perte de pouvoir d'achat pour le consommateur américain moyen. Et si l'on regarde les sondages des Américains relatifs à leur perspective sur l'évolution politique du pays, on constate qu'on a une forte division entre républicains et démocrates. On retrouve en fait le phénomène électoral. On a 83% des Américains qui considèrent que l'économie en 2023 sera en situation difficile et va se détériorer par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. Cette proportion pour les démocrates n'est que de 22%. Qui a tort, qui a raison, on le verra bien. Probablement qu'il y a plus de riches parmi les gens qui sont pessimistes et plus de gens qui ne payent pas d'impôts parmi les gens qui sont optimistes. Ouais, intéressant effectivement. Hein. Derrière le moral des ménages et des consommateurs américains, toujours cette forte polarisation politique, mais ça devient presque structurel. Pierre-Yves, je parle sous votre contrôle. Hein. Oui, c'est une mauvaise nouvelle, parce qu'on a eu un tel écart entre 83% d'un côté et 22% de l'autre. C'est quand même des consommateurs qui vivent dans le même pays et qui sont face à la même réalité. Le canyon est quand même très très large. Et c'est dans ce contexte-là que Joe Biden envisage de nous annoncer, début janvier très probablement, qu'il est candidat à sa propre élection. C'est une chose qui est vue avec une certaine inquiétude dans le camp démocrate. À peu près 70% des Américains considèrent qu'il ne faudrait pas que Joe Biden se représente. Et surtout, ce qu'ils ne veulent pas, c'est un nouveau duel entre Joe Biden et Donald Trump. Le taux de popularité de Joe Biden est autour de 39%. Il est en gros stable depuis plusieurs mois, en dépit d'une performance moins mauvaise que prévue des démocrates dans les élections de mi-mandat, qui a permis de limiter les pertes des démocrates à la Chambre des représentants, et grâce au mauvais candidat avancé par Donald Trump, de faire gagner même une petite marge pour les démocrates au Sénat, petite marge que, semble-t-il, Madame Kirsten Sinema, sénatrice démocrate d'Arizona, est en train de rogner, puisqu'elle nous a annoncé il y a quelques jours qu'elle avait l'intention de se comporter comme une indépendante, ce qui oblige Joe Biden à se gratter sa tête aussi chauve que la mienne. Oh, la politique n'est jamais très loin quand on parle des États-Unis, évidemment. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas avec nous chaque lundi dans le quart d'heure américain de Smart Bourse à 17h45 en direct, rediffusé à 20h45 sur Bismart TV. Et c'est un quart d'heure que vous retrouvez évidemment en replay et en podcast sur notre site chaque semaine. Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.